Fermer la route des Balkans pour les migrants, c'est l'objectif affiché du sommet qui débute tout à l'heure, en milieu de journée à Bruxelles. Il rassemble les membres de l'Union européenne et donc la Turquie. Il s'agit de convaincre Ankara de bloquer à ses frontières les migrants qui veulent tenter l'aventure européenne, de ne laisser passer que les demandeurs d'asile dûment enregistrés. Mais ces négociations se déroulent sur fond de tensions et d'inquiétudes européennes face à la politique de répression de l'opposition et des médias menée par le gouvernement turc. Sophie Guignon, Julien Cheida. Depuis la Turquie, ils sont entre 2000 et 3000 à arriver chaque jour sur les côtes grecques. C'est 3 fois moins qu'en octobre, mais encore beaucoup trop pour les dirigeants européens. En déplacement en Grèce jeudi, le président de l'Union européenne s'est adressé directement aux migrants économiques. D'où que vous soyez, ne venez pas en Europe et ne faites pas confiance aux passeurs. Mais pas sûr que le message passe. Alors pour endiguer les flux, l'Europe compte sur la Turquie. C'est l'enjeu du sommet de lundi, faire appliquer le plan d'action décidé le 29 novembre dernier. L'Europe devait verser 3 milliards d'euros à Ankara pour aider, mais surtout retenir 2 700 000 réfugiés syriens en Turquie. En échange, le président Erdogan exige une accélération du processus d'intégration de son pays dans l'Union européenne. Un rapprochement délicat, dans un contexte où la Turquie réprime violemment la minorité kurde et fait fermer à tour de bras les médias d'opposition. L'Union européenne doit faire en sorte d'imprimer sa marque extrêmement forte à travers les négociations, les versements financiers qu'elle promeut, la politique d'élargissement, les négociations sur une possible intégration de la Turquie. C'est le moment de ne pas se laisser humilier. Parce que si l'Union européenne laisse passer, alors où est-ce que ça va s'arrêter ? Droits de l'homme ou limitation des flux de migrants, l'Europe devra-t-elle choisir ? Ce sommet extraordinaire s'annonce périlleux, d'autant que les 28 avancent divisés sur l'accueil des réfugiés. Et justement, sur ce sujet de la liberté de la presse en Turquie, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, s'est exprimé ce matin. Et pour lui, la mise sous tutelle du journal Zaman par le gouvernement turc est tout bonnement inacceptable. Écoutez. Donc vous dites aux Turcs que c'est inacceptable. Lorsque la Turquie, qui discute avec l'Union européenne pour des avancées dans une coopération, je ne parle même pas d'adhésion, on est très très loin, mais qui fait des demandes, on regarde chapitre par chapitre. Et dans les chapitres fondamentaux pour nous, il y a l'état de droit, il y a les droits de l'homme, il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse. L'Union européenne n'a pas manqué cette semaine, enfin quelques jours après certaines décisions inacceptables, de donner son point de vue. Jean-Marc Ayrault, tout à l'heure chez nos confrères de France Inter. Alors pour parler justement des enjeux plus largement de ce sommet de Bruxelles, nous recevons à présent Laurent Lélékian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, spécialiste de la Turquie, de l'Asie mineure. Je précise aussi que vous êtes l'ancien directeur de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie, assez critique en général pour du gouvernement turc. Justement, Laurent Lélékian, quels sont les enjeux pour la Turquie ? On a bien compris ce que les Européens attendaient d'Ankara, mais à travers ce sommet de Bruxelles, qu'est-ce qu'Ankara attend des Européens ? Écoutez, je crois qu'Ankara attend d'abord et avant tout un blanc-seing. En tout cas, l'homme fort du pays, Erdogan, attend un blanc-seing pour mener sa politique de répression à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les 3 milliards d'euros, bien sûr, il y a la relance du processus d'adhésion, mais honnêtement, qui croit encore au processus d'adhésion ? Personne, ni du côté européen, ni du côté turc. Mais aujourd'hui, l'échange, le deal est clair. C'est laissez-moi les mains libres à l'intérieur de mon pays, laissez-moi écraser toute contestation ou toute opposition démocratique, et je retiendrai peut-être les migrants. Voilà. Vous dites peut-être, vous pensez que ce deal, il va vraiment être posé en ces termes-là. On a quand même entendu à l'instant Jean-Marc Ayrault critique sur la politique contre de la répression du journal Zaman, cette reprise en main de ce journal d'opposition ce week-end. Vous pensez que l'Union européenne ne va pas jouer le bras de fer, ne va pas essayer d'avoir des garanties sur ce thème-là ? Écoutez, j'aimerais le croire, mais je n'y crois pas. Certes, M. Ayrault nous a dit que c'était inacceptable, mais en termes de mesures concrètes, qu'y a-t-il ? Je vous fais remarquer que la déclaration, effectivement, de l'Union européenne sur la saisie du journal Zaman a été faite par un porte-parole. Ça n'est même pas le président du Conseil qui s'est exprimé. Alors, on était le week-end, je veux bien, mais c'est quand même un subalterne politique. Une déclaration
dont tout le monde s'accorde à souligner l'extrême faiblesse. Aujourd'hui, quand vous mettez la contrôle de vos frontières, c'est-à-dire un élément fort de souveraineté, dans les mains d'une puissance étrangère, et qui plus est moyennement amicale, voire moyennement hostile, ça veut dire que vous n'existez plus. Vous êtes sous protectorat. En même temps, la Turquie a besoin d'un accord avec les Européens. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'une aide financière. Elle attend aussi éventuellement cette suppression des visas avec l'Europe. Vous pensez qu'elle est vraiment en position de force dans cette négociation ? Écoutez, moi je le crois. On a laissé, pendant des années, on a alimenté la bête, si j'ose dire. On a alimenté la Turquie à coups de milliards d'euros dans le cadre d'un processus de préadhésion. Aujourd'hui, la Turquie est un État puissant. Beaucoup d'analystes, notamment des analystes militaires, s'accordent et notamment américains, s'accordent à penser que la Turquie est devenue trop puissante. Et je ne pense pas aujourd'hui que l'Europe, ni même les États-Unis d'ailleurs, soient en mesure de contrôler la Turquie. Et bon, en plus, à l'intérieur, aujourd'hui, c'est une véritable poudrière. Donc, vous avez... Erdogan a eu une évolution, si vous voulez, assez intéressante. Il est arrivé en 2002, on le voyait un peu comme une alternative aux militaires, comme quelqu'un d'un peu libéral, et puis progressivement il s'est durci, et aujourd'hui c'est devenu quelqu'un d'autoritaire, d'un peu paranoïaque également. Moi il me fait penser à ce sultan de la fin du 19e siècle, Abdulhamid II, qui avait commencé pareil très libéral, et puis qui s'est avéré l'un des pires tortionnaires de son peuple. Vous nous dites, et on va garder toute mesure dans ce que vous venez de dire, vous nous dites que l'Europe a besoin d'Erdogan, que Erdogan n'a pas besoin de l'Europe, ou très peu besoin de l'Europe. En même temps, la Turquie n'est pas aujourd'hui terriblement en bonne position en Syrie, avec ce qui se passe à ses frontières. Est-ce qu'elle n'a pas besoin du soutien au minimum de l'Europe, plus largement de l'OTAN, dans son bras de fer, notamment avec la Russie ? Écoutez, moi je ne le crois pas. Je pense que Erdogan et Poutine, qui sont des hommes de même psychologie, si vous voulez, enfin en tout cas ce qui transparaît, vont trouver, aucun d'entre eux n'a envie, à mon avis, d'aller à la guerre, vont trouver une espèce de modus vivendi. Je crois que Erdogan peut faire une croix aujourd'hui sur la Syrie. Le problème aujourd'hui de Erdogan, c'est sa Syrie intérieure, si j'ose dire, c'est-à-dire cette zone de peuplement kurde. Vous avez vu tout comme moi les images de Jezre, qui est aujourd'hui un champ de ruines à l'image d'Alep. Et vraiment, ce qu'il attend de l'Europe, c'est qu'on le laisse finalement écraser les Kurdes et l'opposition démocratique de son pays. Laurent Léquian, merci de cette analyse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France 24. Merci.